Gros, tu filmes pas, hein, gros. Je suis comme toi. L'homme de l'ombre. Je suis comme toi. Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et merci à vous si vous êtes avec nous depuis 20 h. Il est l'heure de recevoir le deuxième invité de cette deuxième partie d'émission. Il s'agit de Houssine Tmimi. Houssine, bonjour et bienvenue. Bonsoir, et puis j'en profite. Merci pour l'invitation, et merci Fawzi, merci Toussaint. C'est une reconnaissance pour moi d'être invité, parce que souvent dans les médias, alors tu vois, j'en profite tout de suite pour prendre la parole, excuse-moi, mais souvent dans les médias et encore plus à la télévision, on a tendance à inviter plus facilement des gens qui sont dans des partis. Ouais. Et là, voilà, vous me faites l'honneur, en tout cas, je suis honoré de cette invitation, ouais. Avec plaisir, et je salue vos auditrices et vos auditeurs. Et on va te présenter d'ici quelques instants. Abdeslam est avec toujours nous présent. Salut à toi. Et on salue notre amie Lisole qui elle est à la maison, elle a beaucoup de boulot et on la salue et on salue tous ceux qui nous écoutent également dans le sud de la France. Alors, je pouvais juste placer un mot pour Lisole. Ouais. Je tenais à la remercier d'une chose. Elle m'avait conseillé d'acheter une boîte, tu sais, une boîte à UV qui permet de désinfecter un tas de choses. Je l'utilise dans mon bureau. Si elle m'écoute, je tiens à la remercier. Tous mes collègues veulent l'acheter aujourd'hui. Je peux en parler 2 secondes. C'est une petite boîte qui permet de désinfecter en 30 secondes tout produit, les stylos, les lunettes, le badge, toutes ces choses-là. Ça prend 30 secondes, c'est magnifique. Même le masque, du coup, le masque qui est jetable, je le passe à l'UV et donc c'est hyper efficace. Si on peut mettre le lien sur la page Facebook, franchement, c'est... On va demander à Lisole de le faire. Ouais, voilà. Merci Lisole. Merci à toi. Alors, Houssine Tmimi est notre invité. Il est enseignant dans un collège du 93, il est habitant de Vitry et il est également conseiller municipal dans cette même ville de Vitry. Alors, pourquoi il disait qu'il était enchanté d'être reçu ici? C'est parce qu'il n'est pas encarté. Il ne fait pas partie d'un parti. Il n'est ni de droite ni de gauche, mais il a quand même une tendance, mais il va nous en parler tout à l'heure. Alors, Houssine, j'aimerais bien que tu commences par le début, nous expliquer le pourquoi de ton engagement en politique. Je pense que tu t'es d'abord engagé dans des associations, mais pourquoi le politique après? Le premier engagement, tu as raison, c'est l'engagement... Rapprochons un petit peu plus du micro. Le premier, alors je vais relancer le micro. Le premier engagement, c'est l'engagement associatif. C'est-à-dire quand tu es un môme de quartier, ta première proximité, et quand tu as envie de faire changer les choses au niveau de ton quartier, faire bouger un peu les choses, c'est un engagement associatif. Et à un moment donné, tu vas très loin dans ton engagement associatif, et puis tu te dis... Si tu veux faire bouger au-delà les choses, ça a ses limites. Et le palier supplémentaire pour faire un peu bouger les choses, en tout cas pour faire bouger les choses, c'est la politique. C'est la politique. Et moi, j'ai une conception aussi de la politique. Je pense que c'était notre heure aussi. Il y a nos parents qui sont venus, qui ont eu une forme de mission quand ils sont arrivés en France, d'intégration. Puis il y a eu, moi, ce que j'appelle la génération aussi de mes grands frères, hein, qui ont quand même essuyé les plâtres de plein de choses, donc c'est pas le débat de ce soir. Et il y a la génération des gens comme moi qui ont une quarantaine d'années et qui ont décidé de s'investir aussi en politique. Donc on a bien compris que il fallait chercher les places, en tout cas, pas aller les demander, mais aller les chercher et les obtenir. Donc voilà, mon engagement, moi, politique, il démarre de là. D'accord. Oui, concernant justement l'engagement associatif, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette difficulté rencontrée lorsque l'on court un petit peu les commissions pour récupérer un petit peu d'argent pour porter de belles causes, hein, et se retrouver un jour de l'autre côté de la barrière et se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai des jeunes qui viennent, par exemple, pour le Fonds social des habitants, prétendre à un projet. Est-ce que j'imagine que j'ai le devoir de les accompagner comme j'aurais voulu qu'on m'accompagne à l'époque, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je pense que c'est aussi ça la démarche, de passer de l'action associative à l'action politique. C'est tout à fait ça. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que y a des choses qu'il faut bouger. Et pour faire bouger les choses, si tu es acteur associatif, tu peux toujours militer et tu as du mal à faire avancer le schmilblick.
Dès lors que tu es dans le politique, par exemple sur des dispositifs que tu dis d'aide, d'accompagnement de projet, c'est le millefeuille, quoi. Franchement, c'est le millefeuille. Et on s'y perd, hein, le Fonds social européen. Bah, on s'y perd clairement. Il y a plein de strates, il y a plein de trucs, plein de CERFA, plein de dossiers, plein de machins en ligne. Et à un moment donné, voilà, quand t'as vécu, quand t'es acteur associatif et que tu as vécu ça, et ben là où tu sièges dans les instances et là où tu peux prendre la parole, tu te dis, en tout cas moi je fais passer le message en disant attention, la professionnalisation notamment des structures associatives, c'est très compliqué. C'est soit les mecs, c'est des professionnels et jackpot, ils arrivent à enclencher plein de budgets, plein de machins, plein de subventions, ou soit quand tu es une petite association, ben, tu es un peu perdu. Donc là, on perd aussi on parle souvent de l'inégalité républicaine. L'égalité républicaine, elle passe aussi sur des structures qui sont sur le terrain, qui ont du mal à construire leurs projets, qui ont du mal à être accompagnées, alors que c'est elles, ces petites structures, dans nos quartiers, qui font de superbes choses. Moi, j'en vois dans mon quartier, petites structures, avec peu de moyens et une volonté extraordinaire, ils font de superbes choses. Et après, il y a un regard qui est posé sur ces structures. Il y a un regard, il y a parfois de la suspicion, donc c'est tout ça qu'il faut lever. Donc moi, je considère aussi, je sais d'où je viens. Moi, je sais d'où je viens, j'ai grandi dans un quartier populaire de Vitry-sur-Seine. Moi, je suis aussi pour lever les suspicions. Voilà. Oui, enfin, il y a un droit de regard, et j'ai presque envie de dire, il y a un devoir de regard dès lors qu'il y a de l'argent public qui est versé à ces associations, ce qui permet vraiment de comprendre voilà, où ces deniers, justement, servent. Ça, tu es plutôt pour, justement, qu'il y ait de la transparence et que chacun puisse... Moi, je pense que la meilleure protection, c'est la transparence. Ouais. C'est la transparence. Par contre, ce qui manque dans ces structures de quartier, ce qui manque, c'est les codes. Il y a des codes. Et puis parfois, ils n'ont pas les codes. Voilà. Trop de bureaucratie. Et il y a un peu trop, moi je trouve qu'il y a un peu trop de bureaucratie. Franchement, c'est le parcours du combattant pour monter un dossier de subvention. C'est je sais pas combien de CERFA, après il faut remettre les trucs en ligne, puis il faut tout de suite faire les rapports, puis machin. Bien évidemment qu'il faut faire tous ces exercices-là, mais il faut accompagner, voilà, il faut accompagner ces structures-là. Alors, tu es conseiller municipal dans l'opposition, toujours à Vitry-sur-Seine. Je suppose que tu vas à la rencontre des habitants de Vitry, et que tu as connaissance des difficultés des uns et des autres. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire remonter ces informations à l'équipe qui dirige la ville, tout en étant dans l'opposition? Et c'est pas ton premier mandat? Moi, c'est pas mon premier mandat. Alors, c'est une situation quand même particulière à Vitry, parce que moi, je me qualifierais pas d'élu de l'opposition. Parce que, je vais juste rappeler, mais très vite, la liste, j'ai fait partie d'une liste, et cette liste a été élue. Donc cette liste a été élue. Donc, moi, je me considère comme garant du programme, puisque les électeurs m'ont élu, donc je suis garant du programme municipal. Non, je comprends pas. La liste a été élue. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ah ouais, il faut nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La tête de liste ne vaut pas pour maire. Vas-y. En fait, les élections municipales sont un scrutin de liste. On vote pour des listes. Pour une liste. Une fois que les résultats ont été les résultats qui s'expriment au deuxième tour, parfois même au premier tour avec une majorité, le conseil municipal se réunit. À ce moment-là, il n'y a que des conseils municipaux et le conseil municipal élit en son sein son maire. Le maire. Et les gens se trompent souvent. Ils pensent que lorsqu'ils votent au municipal, ils votent pour un maire. Ils votent pour une liste et le conseil municipal souverain choisit son maire. Et en l'occurrence, à Vitry, il y a eu... Alors, on emploie souvent le terme de hold-up. La majorité ne supporte... Le putsch, oui, exactement. C'était le mot putsch. Et la majorité dit arrêtez avec ce terme de putsch. C'est l'expression d'un conseil municipal souverain. Mais tu pourras nous préciser un petit peu. Mais voilà, je voulais juste apporter de la clarté. Lorsque les gens vont se déplacer pour voter au municipal, ils ne votent pas pour un maire, mais ils votent pour une liste. D'accord, donc c'est ce qui s'est passé à Vitry. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, c'est ce qui s'est passé à Vitry. Mais il y a dans toute la France et Navarre, j'ai envie de dire, lorsqu'il y a une tête de liste qui se présente, il y a un contrat, voilà, un contrat moral. Il y a un contrat moral, que la tête de liste devienne maire. Et c'est un contrat moral
avec, non pas avec avec les gens de la liste forcément, mais surtout avec la population. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour le tête de liste, c'est la tête de liste qui se retrouve avec sa grosse tête en photo partout, son nom en format XXL. Et donc pour les gens, quand ils vont voter, les gens, ils ont, franchement, ça c'est procédurier. Mais les gens, quand ils mettent leur bulletin, ils n'ont pas connaissance de ce qu'on appelle du troisième tour, de ce que tu dis, Absem, c'est le troisième tour qui est au sein du conseil municipal. On n'est pas au courant de les gens sont pas au courant de ce troisième tour. Les gens, ils ont voté et ils ont compris dès le deuxième tour, la tête de liste, c'est lui qui sera maire. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé à Vitry. Je veux juste te dire, parce que quand même, c'est quand même une situation qui est dans les annales politiques. C'est-à-dire que depuis la Ve République, depuis 1958, ça s'est jamais produit en France. C'est une première. Une première, ça veut dire que jusqu'à maintenant, depuis 1958, à chaque élection municipale, ce contrat moral avec les électeurs, il était respecté. Et bien là, en 2020, à Vitry, on rentre dans l'histoire, dans le mauvais côté, le côté obscur de l'histoire de la politique en France. Et tu en tires une conclusion, une expérience ? Ouais, une expérience douloureuse, parce que je vais revenir sur ce que moi, c'est vrai que moi j'étais animé. Je considère que les partis politiques, ils ont un rôle à jouer. Je le renie pas, je le nie pas. Ils ont un rôle à jouer dans la démocratie en France. Mais je considère qu'il y a des individus, des personnalités citoyennes qui peuvent être remarquables par leur action du quotidien. Et moi, j'avais une image de la politique aussi au service des gens et d'une politique plutôt de valeur ajoutée, quoi, qui est pour les gens. Et c'est là où le réveil a sonné, tu t'es réveillé. Et là, bon, je me suis dit, ok, donc c'est donc ça la politique aussi, c'est aussi ça. La réelle politique. Ouais, mais voilà, mais donc c'était soit je me dis, je plie mes bagages et cette politique-là, ça me plaît pas et j'arrête et moi j'ai un boulot, j'ai un engagement associatif et je me dis je laisse tomber ça. Soit je me dis non, c'est pas ça la politique. Et le respect des gens, les gens n'ont pas été respectés. Donc là, il y a un combat politique. Et donc moi, j'ai envie de mener ce combat politique. Le combat continue. Très bien. Exactement, le combat continue. Est-ce qu'il y a une échéance pour toi à très court terme ? Bah, oui, il y a une échéance. Alors, est-ce qu'elle va être confirmée ou pas par le président de la République? Je ne sais pas. Donc, pour le mois de juin. Pour le moment, c'est du 13 et 20 juin, c'est les élections départementales et régionales. Tu es candidat? Je suis candidat aux élections départementales. Tu es sortant. Et je suis sortant, ouais. Je suis conseiller départemental au sein de la majorité de gauche, d'un département à gauche présidé par un président communiste. Donc, je fais partie de cette équipe. J'ai la confiance du président, je le remercie parce que il m'a confié récemment des délégations. Et donc, bien évidemment, j'ai en tout cas déclaré que j'étais candidat à ma candidature ou candidat à ma succession. Voilà. Alors, tu as déclaré à un moment donné, je veux que l'emploi et l'insertion soient des priorités, en particulier l'emploi des jeunes. Pour le département, pour la ville de Vitry. Pour la ville de Vitry, parce que je suis voilà, mais pour le département globalement, l'emploi et le canton et le canton, bien sûr, et le canton, l'emploi. Mais j'ai envie de dire, mais même pour tous les jeunes de France, oui. Mais vraiment de Seine-Saint-Denis, de banlieue, de nos quartiers, mais vraiment très largement. Et la question, qu'est-ce qu'ils demandent les jeunes en fin de compte quand tu discutes, quand tu dialogues avec eux, mais ils veulent quoi? Ils veulent du boulot. En vrai, ils veulent du boulot, une petite bagnole, un petit appart, et fonder une famille. Ils ont des rêves comme ça. En fait, ils sont normaux. Mais ils sont normaux, clairement, ils sont normaux. Donc ils ont envie aussi de bosser. Et puis il y a quelque chose qu'ils ont peut-être pas forcément envie. Donc ça quand même ça. C'est la réflexion aussi qu'il faut qu'on ait. C'est qu'ils ont peut-être pas envie de reproduire ce que nos parents ils ont vécu. Il y a ça aussi. Donc, il faut aussi qu'on crée les conditions sur le marché du travail, mais aussi de mettre en face ce que les jeunes sont capables de faire, avec aussi les emplois qui sont en face. Donc, il y a tout un travail de formation, de montée en compétence de tous ces jeunes, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à accompagner. Alors justement, tu tiens un discours quand tu rencontres ces jeunes, les habitants de Vitry, les habitants du département. Mais dans le contexte sanitaire particulier qu'on connaît en ce moment, est-ce que ton discours est encore audible? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent plus que du Covid, ne parlent plus que du confinement, des difficultés,
généité, j'allais dire, enfin l'anxiété plutôt. Et donc tu vois, il y a tout ça aussi qui joue. Alors, est-ce que toi, tu arrives à faire passer quand même ton message de candidat ou de personnes qui s'intéressent vraiment au département et à la ville? Moi, j'ai un message. Le message que je veux porter, c'est un message, c'est une ambition. C'est une ambition d'un département qui est bien calé sur ses valeurs et d'un département. D'ailleurs, je veux juste rappeler que le département, c'est le chef de file de l'action sociale. Donc l'action sociale, c'est aussi tout ce qui est insertion, c'est aussi la jeunesse, mais aussi le RSA notamment, bien évidemment, mais aussi l'accompagnement de nos aînés, hein, des personnes âgées. Et moi, c'est cette ambition-là que je veux porter auprès des jeunes. Bien évidemment, il y a la question de la pandémie, hein, qui est sur toutes les bouches des gens et des jeunes qu'on peut croiser, puisque dès qu'on allume la télé, on parle de ça, et c'est une actualité, et il faut en discuter. Mais dans le même temps, tu as quand même des jeunes, tu vois, par exemple, moi je vais te donner un exemple sur l'aéroport d'Orly, tu as des jeunes qui avaient des petits boulots, qui étaient intérimaires, ou qui avaient des CDD, et qui bossaient sur la plateforme aéroportuaire. Ben, depuis la pandémie, depuis le virus, ces jeunes-là, ils n'ont plus du tout de boulot. Et les perspectives, là, il n'y a pas de perspective. Donc ça, il faut qu'on discute avec ces jeunes-là. Parce que s'il n'y a pas de perspective, tu leur donnes un avenir qui est plutôt sombre. Donc voilà, donc moi, je discute et je dis que l'avenir, il n'est pas sombre et qu'on va y arriver. Alors moi, j'ai une question sur une des compétences du département, mais je te la pose à toi qui est du 94. Tu serais du 93 ou du 95, je te poserai exactement la même question. C'est un problème qui touche toute la région. Aujourd'hui, les personnes qui sont justement à la rue et qui sont hébergées dans des hôtels, c'est le conseil départemental qui finance justement ces hébergements. Est-ce qu'il ne serait pas de bonne idée de penser les choses autrement quand on réalise qu'en fait une nuitée c'est 50 € et à la fin du mois, ça fait 1500 €. Est-ce que cet argent, on ne pourrait pas justement le capitaliser et peut-être accompagner ces personnes sur des logements d'abord dignes, ça c'est la première des choses, mais peut-être payer l'intégralité du loyer qui serait 3 fois moins important en termes de montant que ce que l'on donne aujourd'hui, parce que les gens qui appellent le 115 ont le logement à 22 h, ils sont logés le lendemain matin, on recommence, rebelote, ils se représentent dans les CCAS justement pour alerter sur leur situation. Est-ce que tu penses que... mais la question, je te la pose à toi, mais je pourrais la poser à tout le monde. C'est un problème départemental qui est malheureusement pas toujours bien géré. Toi, est-ce que tu aurais une idée par rapport justement à tout ça? Est-ce qu'on préempte justement les logements vides pour y loger les personnes et pour le coup on leur paye le loyer? Enfin, dis-moi. Moi, je crois que c'est une question qui devrait se régler à l'échelon national. Ouais, c'est une question qui devrait se régler à l'échelon national. Moi, je suis un fervent partisan du logement public, logement social, logement public. Et je crois vraiment là au rôle de l'État, dans son rôle d'État-providence. Qu'est-ce que tu réponds aux maires qui disent qu'ils ont atteint les 25% de logements sociaux et qu'il n'est pas question de construire un logement social supplémentaire? Alors ça, c'est la loi SRU. Oui. C'est la loi SRU qui oblige les maires à atteindre 25%. Déjà... Et qui préfèrent payer l'amende d'ailleurs, plutôt que de construire lorsqu'ils sont en dessous des 25%. Alors là, je trouve que c'est indigne. Franchement, c'est indigne. Au regard du nombre de demandeurs de logement, on prend en Ile-de-France. En Ile-de-France, il doit y avoir 800 000 demandeurs de logement. Et quand on a dans des villes qui ont atteint, par exemple, Vitry, c'est une ville qui a 40% de logements sociaux. Donc, qui contribuent. Donc, les autres devraient prendre leur part. Et voilà. Et donc, quand tu as des villes qui sont, moi, je ne vais pas les citer, parce que, mais quand tu as des villes qui sont à 10, 12, 13, 14, 15% de logements sociaux, et qui préfèrent, et ça franchement c'est gravissime, c'est-à-dire le message il est terrible, ça renvoie un message de dire on assume d'être hors la loi, d'être contre les lois de la République, on va casquer parce qu'on a les moyens de casquer, mais on veut pas de logement social parce que du logement social c'est des pauvres, qui dit des pauvres c'est des embrouilles, des histoires, de la délinquance, qui dit de la délinquance
c'est des enfants issus de l'immigration. Donc il y a toute une logique. Voilà, il y a toute une logique. Les pauvres, bah, aller dans les villes où il y a 40% de logements sociaux, ils vont faire un effort, ils vont se serrer, ils vont vous trouver de la place. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Allez, on va s'arrêter pour de la publicité et on revient juste derrière pour poursuivre avec Hossein Mimi. Dans les studios de France Maghreb 2. Alors c'est vrai qu'on discute un petit peu en off, et évidemment on discutait du titre funk hein, quand vous diffusez. Il y a des connaisseurs ici dans le studio, il y a des connaisseurs. Hein. Un petit big up à Majid, qui est à côté de nous, l'homme silencieux, l'homme de l'ombre. Je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes avec notre invité du jour. Il s'appelle Hossein Mimi et il est conseiller municipal et départemental dans le 94. Il n'est pas encarté, mais il est cependant plutôt connoté à gauche. C'est ça, tout à fait. Fibre sociale. Ouais. Alors lui, Abdeslam, il n'est absolument pas d'accord. Ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, c'est du 100% Kieloche. 100% Kieloche. Alors, Hossein, tu avais déclaré également « Je veux que le département poursuive ses investissements importants dans l'éducation, la construction et l'entretien des collèges. » Alors, l'éducation, c'est vrai que quand on parle de l'éducation, on se réfère simplement au programme éducatif. Mais c'est vrai que en lisant ta phrase, c'est complètement c'est intelligent. Évidemment, il faut des collèges accueillants, fiables, aux normes. Et il faut aussi des lycées. Et ça, qui contribue à ça? Bah, sur les écoles dépendent des communes. Les collèges des départements et les lycées des régions. Et tu as entièrement raison. Moi, je suis enseignant dans un collège en Seine-Saint-Denis, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Quand tu as un collège accueillant, hospitalier et aux normes, bien évidemment, et qui te propose de très bonnes conditions de travail, tu y vas avec plaisir. Et ça, à la fois les enseignants le ressentent, mais à la fois les élèves aussi. Donc c'est extrêmement important. Sur la question des collèges, une action par exemple qui a été faite par le département du Val-de-Marne, c'était l'un des rares départements d'ailleurs en France, sur la question de la rupture numérique. Eh bien, le département, dès que ton môme il arrive en classe de 6e, il reçoit une tablette, un ordinateur portable. Et à l'intérieur, il y a des logiciels, il y a les bouquins et l'enseignant aussi. Et donc, il y a possibilité de travailler à partir de cet ordinateur. Donc ça, en cette période de pandémie, de confinement, quand tu as ça à la maison et que tu as des familles pour qui c'est compliqué de s'acheter une tablette ou un ordinateur... Encore faut-il avoir la connexion Internet. En plus. Alors, il faut effectivement avoir la connexion Internet. Et, bon, non, mais la fracture numérique, elle est aussi là. Ouais, elle est là aussi, effectivement. Elle est là. Moi, je le vois beaucoup. Chez les étudiants. Il y a une vraie question sur les étudiants qui sont en résidence, sur la question effectivement de la connexion Internet qui est problématique. Mais on l'a aussi effectivement chez les familles. Il y a beaucoup de connexions via le téléphone portable, avec les abonnements, mais la connexion à la maison, c'est effectivement une problématique. Alors, là, je peux t'en parler, du coup, je prends ma casquette de parent d'élèves, et évidemment, sur le distanciel, les cours en distanciel, il faut que vous, enseignants, vous compreniez aussi que parfois, il y a de grandes fratries dans une même famille, et parfois, les cours sont à la même heure. Et qu'on n'a pas toujours tous les bons appareils pour pouvoir utiliser justement faire les cours, enfin suivre les cours en même temps. La bande passante est parfois pas très importante, et pour le coup, quand on a 3 enfants qui sont en même temps connectés, c'est très difficile. Et est-ce que tu crains pas qu'il y ait un vrai décrochage scolaire? Alors, je crois que tous les ans, c'est 200 000 élèves qui quittent l'école, voilà. Est-ce que ça risque pas d'être l'hécatombe cette fois-ci? Je sais pas si je vais utiliser le mot hécatombe, mais depuis un an d'ailleurs, le ministère s'était vachement inquiété de voir le nombre d'élèves qui décrochaient sur le premier confinement. Donc il y a quand même déjà cela un an.
Et j'ai envie de dire, nous, les enseignants, moi, le matériel que j'ai, c'est pas l'éducation nationale qui me l'a fourni, celui que j'ai à la maison. C'est mon matériel. Je crois que vous avez maintenant une aide financière pour pouvoir vous équiper en ordinateur. Alors, on a maintenant visiblement une ligne, effectivement, une ligne matérielle. Voilà. C'est pas pour vous acheter un i7 parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ouais. Ce sera plutôt un i3. Voilà, et encore, je sais pas. Et encore, je sais pas. Mais non, mais moi j'entends bien ce que tu dis sur la question du distanciel. Ça nous a, nous enseignants, quand même, pas révolutionné, mais ça nous a poussé un peu à nous réinventer dans nos pratiques, et notamment sur l'utilisation de l'ordinateur et des cours en distanciel. Nous, on est enseignants, donc on a un peu, je veux dire, les gestes professionnels de pouvoir utiliser un ordi. La question se pose effectivement sur des gamins, des fratries où parfois il n'y a qu'un ordi et comment ça s'organise. Et ça, effectivement, faut qu'on en tienne compte. Et nous, enseignants, faut qu'on en tienne compte, mais on est quelque part aussi un peu démunis parce que comment accompagner ces familles? Est-ce que là aussi, ça ne relève pas à un moment donné d'un geste de solidarité en période de pandémie et de confinement? Pour des familles qui n'auraient pas les moyens, est-ce qu'il n'y a pas aussi là une contribution de l'État à travers l'éducation nationale de mise à disposition, par exemple, de tablettes? Alors je sais que ça a été en Seine-Saint-Denis, par exemple, ça a été engagé via aussi le département de Seine-Saint-Denis qui a mis à disposition aussi des tablettes pour des élèves. La région l'a fait pour les lycéens. La région l'a fait pour les lycéens. Donc c'est plutôt, voilà, cette pandémie, elle est extrêmement négative, mais il faut en tirer des enseignements. Alors, je rappelle que Houssine Dmimi est également candidat au départemental l'année prochaine, si tant est qu'elle se tienne, qu'elle se fasse. Et tu as déclaré également que le Val-de-Marne était un territoire qui avait des atouts et un potentiel de développement économique très important, même très élevé, remarquable. Et d'ailleurs, à ce titre, est-ce qu'on peut parler d'Orly International? Oui, bien sûr, on peut parler d'Orly International. Alors, les atouts, c'est effectivement un département attractif. J'aime bien, moi, pas le comparer, mais je considère c'est un département qui est frère avec la Seine-Saint-Denis. Et c'est des départements qui ont des atouts. D'abord, c'est des départements qui sont une population jeune, et c'est des départements que moi je qualifie de populaires, mais dans le bon sens du terme. Et il y a des atouts. D'abord, il y a des rendez-vous aussi importants sportifs, parce qu'en 2023, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby, et en 2024, il y a les JO. Donc ça, on espère que ça va tirer aussi. Et le métro aussi qui arrive chez vous. Et le métro qui arrive chez nous. Grâce au Grand Paris. Et grâce au Grand Paris, qui est un beau projet de connexion ou d'interconnexion de la banlieue. Ça, c'est plutôt une réussite. Sur les atouts du Val-de-Marne, il y a un aéroport, je veux dire. Et ça, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Il y a l'aéroport d'Orly. On a le mine de Rungis, qui est le premier marché. Mais oui, il y a quand même, quand on fait. Ouais, c'est vrai. C'est sur Rungis, en fait. C'est sur Rungis, c'est en Val-de-Marne. Donc et puis la distance entre le mine de Rungis et l'aéroport, je veux dire, c'est côte à côte. Voilà, c'est côte à côte. Et l'aéroport, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui met en présence plein d'acteurs économiques, des grands acteurs économiques, ADP, les compagnies aériennes, je ne sais pas s'il faut les citer, mais Air France, Transavia, puis d'autres compagnies aussi étrangères. Et il y a aussi tout un réseau d'entreprises qui gravitent autour de l'activité de l'aéroport. Et tout ça, ça crée de l'emploi. Et tout ça, ça crée de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Donc voilà, donc il y a plein, voilà, il y a des potentialités qu'il faut qu'on arrive encore à en tirer la substance encore plus. On le fait déjà, mais on n'est pas au maximum et il y a encore du potentiel à en tirer. Justement, quand on est sur l'axe de la Nationale 7, il y a toutes ces villes là, Vitry, Choisy, Orly, qui sont sur le même axe. Est-ce qu'elles n'ont pas toutes la même destinée? On dirait que c'est des villes qui se ressemblent beaucoup. Déjà sur un plan architectural. Sur un plan politique, je ne sais pas, mais... c'est des villes quand même historiquement, mais ce qu'on appelait la ceinture rouge. Voilà, c'était la ceinture rouge, qui étaient des villes dirigées essentiellement par... On a pas mal déconné sur l'architecture à l'époque, dans les années 70. Non mais on peut se le dire. Moi, c'est des Lego. J'ai un avis. On peut effectivement aujourd'hui dire que sur l'urbanisme,
il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on a peut-être peut-être déconné, mais je suis pas les mêmes besoins. Mais ouais, Fawzi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est qu'à un moment donné, il fallait loger. Quand tu avais un logement social où il y avait dans ton appartement une salle de bain, des toilettes, de l'eau chaude, tu avais changé la vie des gens. Voilà, tu avais changé la vie des gens. Aujourd'hui, effectivement, faire des tours de 20 étages et il n'y a pas de jardin, il y a des ascenseurs qui tombent en panne. Ça permettait à l'époque aussi de faire sortir les gens des bidonvilles, parce qu'il y avait des bidonvilles de Nanterre, la Courneuve, et puis je crois aussi du côté de Villeneuve-Saint-Georges, il me semble que là-bas aussi il y avait des bidonvilles, donc évidemment il fallait construire à tout va pour c'était le luxe à l'époque. Et c'est vrai que quand il dit que tu as l'eau chaude, les douches et les toilettes, c'était l'Amérique. Voilà. Alors, donc, on parlait de ces 3 villes. Bah, c'est des villes. Alors, moi, je considère que chaque ville est unique. Et chaque ville a son identité. Mais c'est des villes qui ont eu un développement qui se rapproche, du coup. Parce qu'en proximité avec l'aéroport d'Orly, des villes qui sont sur la même nationale. Alors, c'est pas la nationale 7, c'est la nationale 5. La RD5, pardon. C'est la route départementale. Voilà, c'est une route départementale. De votre compétence. Voilà, c'est une route départementale 5. Et d'ailleurs, dans cette route départementale 5, on parlait tout à l'heure du développement, il va y avoir mi-avril l'inauguration du nouveau tramway. Donc il y a un tramway qui va faire... et de la circulation douce aussi. Voilà, bien sûr, évidemment, il y aura de la circulation douce. Et puis il y a un tramway qui va quasiment connecter l'aéroport d'Orly jusqu'à Paris, jusqu'à la porte de Choisy. Donc voilà, donc c'est bien quoi. Le tramway, donc c'est le tramway qui fait toute la ligne, c'est la fameuse ligne RD5 que tu dis qui traverse les villes Ivry, Vitry, Choisy, Orly. Ah oui, d'accord, le tramway ira jusqu'à l'aéroport. Il manquera une petite connexion. Il manquera un petit chouette kilomètre. D'accord, très bien. Bon, est-ce qu'on peut parler maintenant d'Orly International? C'est une association dont tu es le président. Tu as été récemment nommé président. Alors, c'est quoi son rôle et quelles sont les perspectives? Alors, effectivement, je suis récemment président d'Orly International, donc je vais en profiter aussi pour remercier mes collègues du département, parce que c'est aussi la confiance du président du conseil départemental. C'est une structure associative qui regroupe l'ensemble des grands acteurs de la plateforme aéroportuaire. Et acteurs économiques, et acteurs économiques et institutionnels, parce qu'il y a aussi le département de l'Essonne qui siège, il y a la région Île-de-France qui siège. Donc c'est une forme de partenariat, je vais dire ça comme ça, public-privé. Il y a aussi les territoires qui siègent et il y a aussi les entreprises. Et on met sur la table les sujets qui concernent l'aéroport d'Orly et le développement de l'aéroport d'Orly. Mais des sujets, un sujet là qui est essentiel et qui risque vraiment d'être d'actualité, qui est déjà d'ailleurs d'actualité, c'est la question de l'emploi. J'en ai parlé, c'est la question de l'emploi, parce que les aéroports, aussi bien Roissy qu'Orly, l'activité, elle est complètement à zéro. Et donc, c'est moins d'emplois. Donc, la question, c'est de ces emplois, de ces salariés, comment les accompagner vers un retour à l'emploi. Est-ce que c'est à l'aéroport d'Orly? Ça, il va falloir qu'on le définisse, mais avec les partenaires. Donc, c'est les grands acteurs de la plateforme aéroportuaire, mais peut-être aussi des salariés qui souhaitent faire autre chose. Donc, il y a peut-être une conversion dans d'autres métiers. Donc, on veut accompagner aussi ça. Et cet accompagnement, il se fait à l'intérieur de cette structure associative, en lien, bien évidemment, avec les acteurs qui la composent. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a question aussi d'insertion professionnelle, de reconversion comme de la formation, par exemple? L'objectif, c'est effectivement ça. C'est à partir du moment où il y a des situations de conversion, de reconversion, il y a forcément la question de la formation. Puis là, c'est les premiers intéressés. Donc je pense par exemple à Air France, il y a par exemple des salariés qui souhaitent faire autre chose. On est aussi le cadre qui pose le dialogue avec Air France, avec ADP. Donc c'est de regarder aussi les dispositifs qu'on peut mettre en place, et cette structure associative, elle peut mettre en place des dispositifs. Donc c'est
les acteurs qui portent, de formation, y compris de formation. Parce que la formation, évidemment, comme chacun le sait, ça coûte un paquet de pognon. Quand c'est gratuit, ça va, parce que c'est des petites formations. Mais quand ça devient un petit peu plus long, genre des formations de quelques mois, c'est tout de suite quelques milliers d'euros et les gens n'ont pas forcément toujours... Il y a des crédits de formation. Oui, j'entends. Mais après, ça reste toujours des petites formations qui ne sont pas forcément toujours intéressantes. On les prend ou pas toujours qualifiantes. Voilà, par exemple, et qui ne débouchent pas forcément sur un boulot. Alors, tout à l'heure, on avait survolé un petit peu le numérique. Hein, on parlait de fractures, etc. Mais c'est vrai que le numérique va être... et il est déjà un vecteur de potentiel. On recherche énormément dans tout ce qui est développement web, dans la sécurité informatique, hein, la cybersécurité, et les formations sont assez courtes. Hein, je veux dire, sur 7 mois, on peut être formé, et avec un niveau correct, on va dire. Mais peut-être que les gens aujourd'hui ont envie de quitter ces plateformes aéroportuaires parce qu'il n'y a plus de boulot, et on n'aura pas avant 2-3 ans. Et donc les gens ils ont besoin de manger pendant 2-3 ans. Donc il faut peut-être penser à les reconvertir à autre chose que ces métiers de l'aéroport. De toute manière, il y a un enjeu considérable, c'est de préparer les gens, les jeunes, aux métiers de demain. Parce que les métiers d'hier vont se raréfier et il y aura des nouveaux métiers. Et l'enjeu aussi, c'est de bien percevoir les métiers de demain et de préparer ces générations-là aux métiers de demain. Et bien évidemment, c'est pas un sujet simple. Parce que la question de la formation, tu as raison, ça coûte des billes. Hein, tu penses que le télétravail est une chance aujourd'hui? Moi, je pense que le télétravail, c'est une forme d'opportunité, mais moi, je suis viscéralement attaché à la relation humaine. Mais faut-il encore que l'employeur puisse proposer du télétravail? Ouais. S'il peut pas, il peut pas. Tout ne peut pas se mettre en télétravail. Tout ne peut pas se mettre en télétravail. Mais déjà sur la dématérialisation, on a pas mal avancé. Le fait de travailler à distance et de se contenter juste d'envoyer des mails et pas passer notre temps à imprimer des documents, il y a déjà... Voilà, sur l'aspect environnemental, il y a déjà du mieux. Moi, je prends un exemple. On prend plus sa voiture pour faire 50 km pour aller au travail. Ah oui, ça par contre, il y a des gains sur la question de la transition écologique. Par contre, moi, par exemple, on m'a dit, pourquoi maintenant l'école, le collège, les enseignants ne feraient pas maintenant cours à distance en télétravail? Le CNED était en avance un petit peu sur l'éducation. Voilà, donc formule CNED, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Moi, je crois que la relation entre l'enseignant et son élève, ça passe par une relation de proximité dans la classe. Et ça, il y a des apprentissages qui passent, qui sont tellement précieux que ça ne peut pas passer à travers un écran. Alors, à propos du tissu économique de Vitry et puis du Val-de-Marne, un petit peu plus largement, et notamment des commerces, les commerces de proximité, le commerçant du coin, le coiffeur, le boucher, tout ce que tu veux, il y en a beaucoup qui sont touchés par justement les nouvelles directives édictées par le gouvernement. Alors, il y a beaucoup de sentiments d'injustice, ça tu le sais. Quelle est la situation à Vitry, par exemple? Est-ce que tu as des retours? Qu'est-ce que te disent les commerçants aujourd'hui? Parce que la première année, ça va encore, les gens tenaient. Mais là, ils sont au bout du bout. Là, ils sont en train de craquer, les gens. Les commerçants, ils souffrent. Je veux dire, ils souffrent, comme les soignants souffrent, comme les enseignants aussi souffrent. Je veux dire il y a plein de professions comme ça qui souffrent. Sauf qu'eux, ils n'ont pas de revenus. Qui souffrent aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, les commerçants, c'est pour l'essentiel des artisans. C'est-à-dire que si la boutique tourne, à la fin du mois, ils ont la paye. Si la boutique ne tourne pas, c'est effectivement très, très compliqué. Moi, je trouve que l'accompagnement, de manière globale, l'accompagnement des commerçants, alors même s'il y a eu des remises, des lissages au niveau des taxes ou tout ce qui était lié à l'URSSAF, je trouve que c'est insuffisant. Parce que quand tu dis à un commerçant pendant 3 mois vous ne payez pas, mais on rediscutera dans 3 mois pour vous lisser, mais au bout du compte, il faut quand même payer. Et puis il était question aussi d'obtenir des aides de l'État à condition de faire partie, tu as une sélection de critères, il faut rentrer dans les critères. Et s'il te manque un critère, ton comptable te dit, écoute,
c'est mort pour toi. Et Tu as 9 critères sur 10, mais le 10e tu l'as pas, donc c'est mort. Tu ne pourras pas avoir l'aide. Mais dans ces conditions-là, le mec il n'a jamais demandé à arrêter de travailler. Hein. Et comme point de repère, le bilan de l'année précédente. Donc, si on n'a pas eu un très bon chiffre l'année précédente, eh ben, ça se passe très très mal. D'accord. Et donc, alors, est-ce que vous recevez des doléances? Est-ce que les gens viennent se plaindre à toi, à d'autres? D'abord, on revient sur la discussion qu'on a eue au début avec les associations. C'est un peu le même schéma. Les commerçants souffrent de toute cette paperasse et de ces millefeuilles aussi avec l'URSSAF, machin. Et c'est effectivement des trucs hyper rigides. S'il manque une case qui n'a pas été cochée, eh bien, on n'est pas éligible. Et ça honnêtement, c'est bien évidemment. Moi, j'ai des commerçants qui me disent. C'est très compliqué, puis si ça continue, on va mettre la clé sous la porte. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont l'impression que demain, s'ils meurent, eh bien, personne va s'en soucier. Demain, si la boutique, le rideau est fermé, ah bah, c'est comme ça, il n'a pas résisté et il laissera sa place à quelqu'un d'autre. Et là, je trouve que là, l'aspect de l'humain dans cette affaire-là, elle est complètement niée. Et effectivement, dans l'approche, moi, parce que tu as raison, je suis un élu de proximité. Et un élu de proximité, je suis en contact avec les gens. Et moi, mon rôle, je le considère comme ça. Moi, mon rôle, c'est là où j'ai des réunions, dans les instances préfectorales, dans les instances avec des maires, c'est de dire, voilà la réalité du terrain. Voilà, c'est de marteler, voilà la réalité du terrain. Parce que ça, c'est important. Parce que la réalité du terrain, il faut qu'on la dise, il faut qu'on la fasse monter, il faut que ça remonte encore. Et ça, moi, je considère aussi que c'est mon rôle d'élu de proximité. Très bien, c'est presque la fin de cette émission. Je vais te laisser les 2-3 dernières minutes pour nous parler un petit peu de tes perspectives, toi, d'émancipation politique. Donc, je rappelle que tu es candidat au départemental. Voilà. Est-ce que tu seras éventuellement aussi candidat au municipal plus tard? Bah, déjà, Est-ce que tu penses tous les matins en 15 ans? Parce qu'au moins, tu n'es pas rasé. Non, je suis pas rasé. Ouais, t'es pas rasé, donc tu penses pas tous les matins. Il pense pas. Non, j'y pense pas. Peut-être que je me dis, bon, je vais garder un peu de barbe, mais le jour où j'y penserai, je vais me raser. Moi, je prends mon engagement. Ma primaire à moi, c'est les gens. Ouais. C'est-à-dire que je prends le pouls des gens. Si demain, moi j'ai des gens qui m'entourent, qui sont engagés associativement, qui sont sur le terrain, je veux dire, je vais au marché, je vais au petit café du coin quand c'était possible, je rencontre du monde, je suis dans les assos, dans le sport voilà. Si demain, je me rends compte que j'ai plus d'utilité moi pour la collectivité, mais pour les gens, si j'ai plus d'utilité, eh bien je considérais que je suis plus du tout utile. Et je considérais qu'il faut peut-être que je dois laisser ma place et laisser la place à d'autres. Tant que j'ai cette lecture, que j'ai une forme d'utilité moi pour les gens et des choses aussi à mener et des combats à mener et que j'ai cette confiance. De toute manière, cette élection départementale, je vais solliciter la confiance des gens. Ah oui. Si je l'ai, bien évidemment, c'est le juge de l'appel à qui va parler. Réitère leur voilà, s'il y a une confiance, eh bien, ce sera décidé. Je poursuivrai mes engagements. Et puis, si ce n'est pas le cas, ça voudra dire qu'à un moment donné où j'ai mal fait les choses, où je me suis mal fait comprendre, mais ce sera une remise en cause, forcément. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci d'être passé, Houssine Tmimi. Bien, merci de m'avoir invité. C'est une première pour moi d'être parmi vous, France Maghreb. Je salue encore vos auditrices et vos auditeurs. Et encore une fois, merci à vous. Reviens nous voir après la municipalité. Avec plaisir. Je vais vous passer un morceau qui va vous faire kiffer. Ertakit. Allez. Je me rappelle de ça. Très très bien.